Première vidéo concernant la procréation. On peut dire en introduction que la procréation, c'est la conception par reproduction sexuée d'un nouvel individu. Il faut donc qu'il y ait production de gamètes mâles et femelles, donc méiose, qu'il y ait rencontre de ces cellules, c'est-à-dire fécondation, mais aussi développement du zygote qui en résulte jusqu'à la naissance de l'individu. Donc on va se poser dans une première partie la question comment fait-on un œuf? Ce sera l'objectif de la séance procréation 1. Et ensuite comment l'œuf devient bébé, objectif de la procréation 2. Cette première partie sera composée de 3 parties, la fonction reproductrice chez l'homme, la fonction reproductrice chez la femme et enfin la fécondation. Pour ce qui est de l'homme, on va s'intéresser d'abord à son appareil génital et je vous invite à aller voir sur corpus, vous tapez corpus canopé. Vous avez beaucoup d'éléments d'anatomie et notamment du système reproducteur. Vous trouverez des représentations comme celle-ci avec les points qui correspondent à des vidéos qui sont très intéressantes et variées sur le thème. Je vous mets donc ici un appareil génital tel que vous le connaissez, je suppose. Je ne vais pas en dire plus. Et je vais vous inviter à aller voir la vidéo qui est associée donc dans Canopé sur le fonctionnement du testicule qui va vous rappeler ce qui est vu en lycée. Deuxième point, étude histologique du testicule. Donc j'ai souhaité aborder l'histologie ici avec vous. Vous en avez déjà fait sans doute employer le terme. L'histologie, c'est l'étude des tissus, c'est-à-dire des ensembles de cellules. On a donc ici un testicule d'animal, de cobaye en l'occurrence, qui nous présente la partie testicule, la partie épididyme qui est au-dessus, et le canal déférent, c'est-à-dire le canal par lequel les spermatozoïdes vont quitter ces testicules. Si on regarde à plus fort grossissement le testicule, on y voit des ronds avec une lumière centrale. Quelquefois, c'est des choses allongées parce que la coupe n'est pas passée transversalement. Ces ronds, c'est ce qu'on appelle des tubes séminifères, qui correspond à la semence étymologiquement parlant. Si on regarde un tube séminifère à plus fort grossissement, eh bien on voit au centre une lumière, donc une zone blanche, mais qui ici est parcourue de plein de filaments. Eh bien ce sont tout simplement les flagelles des spermatozoïdes. Il est plus difficile d'identifier la tête du spermatozoïde qui est une petite cellule, sans doute ici en a-t-on une. Ces spermatozoïdes sont au centre parce qu'ils vont bientôt quitter le testicule. Ils ont été formés dans la paroi du tube séminifère que j'ai représenté ici par cette double flèche. Et on voit que dans cette paroi, on a des cellules à différents stades. Tout contre le bord du testicule, on a ce qu'on appelle des spermatogonies, qui sont des cellules à 2 N chromosomes. On observe ensuite des cellules qui ont commencé leur méiose, mais qui est interrompue en prophase 1, ce sont les spermatocytes 1. Puis on a ensuite des spermatocytes 2. Alors sur cette image, on ne voit pas encore bien, on verra mieux par la suite. Sans doute celle-ci est une spermatocyte 2. Et enfin des spermatides qui sont issus de la méiose complète. Seule une différenciation va mener au spermatozoïde. Alors on va mieux voir ça à plus fort grossissement. On est ici dans une portion d'un tube séminifère. Je reprends ici cette fois en rouge l'épaisseur de la paroi du tube séminifère. On voit très bien un
grand vaisseau, enfin grand à cette échelle, c'est un capillaire sanguin, un tout petit vaisseau sanguin, mais qui longe tout le bord du tube séminifère. On retrouve des toutes petites cellules à noyau dense sur le côté, des spermatogonies, puis des spermatocytes 1 côte à côte, puis plus loin, ici sûrement un spermatocyte 2. J'ai mis ici parce qu'on voit bien que cette cellule est bloquée en métaphase 2. On voit bien les chromosomes qui sont au milieu de la cellule. Et enfin, les spermatozoïdes, alors on voit leurs flagelles, il faut trouver leur tête. Alors ici, on a fort probablement des têtes de spermatozoïdes qui se trouvent là. Et enfin, entre les tubes, dans ce qu'on appelle les interstices, entre ces tubes, on a des cellules qu'on appelle des cellules interstitielles qui sont toujours collées au vaisseau sanguin. Alors j'en ai entouré une ici au hasard, ce que je vois bien c'est son noyau. Par contre, sa membrane plasmique est plus difficile à déterminer. C'est une cellule qu'on va appeler une cellule de Leydig qui produit la testostérone. Donc, vous pourrez placer ces différents termes. Donc, cellule souche ou encore spermatogonie, que j'ai entouré en rouge. Spermatocyte 1, puis spermatocyte 2. L'enveloppe fibreuse du tube séminifère qui se trouve ici un peu verdâtre. Le capillaire que vous trouvez là tout au long du tube séminifère, de l'enveloppe du tube séminifère. La paroi du tube séminifère représentée ici, mais elle fait bien sûr tout le tour. Et la cellule de Leydig qui se trouve ici. Sous forme schématique cette fois, vous pourrez compléter votre schéma avec bien sûr les capillaires sanguins, ensuite les cellules de Leydig, ensuite les spermatogonies, puis les spermatocytes 1, puis spermatocytes 2. Enfin, donc vous réunissez ces deux flèches, ce sont des spermatides, puisqu'on n'est pas encore au stade complètement différencié. Ce qui change entre une spermatide et un spermatozoïde, c'est la forme. Plus de différence au niveau du nombre de la quantité d'ADN, on est à N chromosomes, mais c'est la forme du spermatozoïde qui est donc terminé ici, puisque vous voyez que son flagelle est encore plus long qu'ici. Ici, ça n'est pas encore terminé. Et enfin, on a une cellule importante dont les contours sont difficiles à déterminer quand on observe la coupe. Ce sont les cellules de Sertoli, S-E-R-T-O-L-I, qui sont des cellules nourricières, cibles d'hormones et fabriquant elles aussi des hormones, on va le voir ensuite. La méiose et la spermatogénèse, comment elle intervient dans ce cycle? Eh bien, il faut un certain temps pour fabriquer un spermatozoïde. Il faut notamment 27 jours pour passer des cellules que l'on va appeler AP aux spermatocytes 1. Alors, les spermatogonies AD proviennent des spermatogonies AD. On va lire ça en même temps. Donc 27 jours avant d'intégrer le stade suivant, c'est ce que je vous disais. Elle va quitter la membrane basale du tube séminifère, c'est-à-dire le bord du tube, pour rejoindre progressivement la lumière, et le spermatozoïde sera dans la lumière pour être expulsé vers le spermiducte. On parle d'une différenciation centripète, c'est-à-dire qui va du bord vers le centre. Vous voyez ici les étapes de la méiose correspondante, puisque ce qu'on cherche, c'est la relation méiose-spermatogénèse. Vous avez le spermatocyte 1, on va aller dans l'ordre, les spermatogonies qui subissent des mitoses,
Comme ça, il reste toujours des spermatogonies près du bord du tube séminifère. Et celle qui entre en division, eh bien, il lui faut 27 jours pour devenir spermatocyte 1. Un spermatocyte 1, c'est une cellule qui est prête pour la méiose. Donc, première division de méiose, ainsi que croissance. On obtient donc des cellules à N chromosomes, puisqu'on a eu la division réductionnelle. Puis, deuxième division de méiose, division équationnelle. Donc, on garde N chromosomes, mais cette fois une seule chromatide. Et donc, les spermatides sont des cellules à N chromosomes à une chromatide, donc fin de méiose. Mais il reste la différenciation qu'on appelle aussi la spermiogénèse, qui va donner la forme finale au spermatozoïde et toutes ses propriétés, ses molécules particulières, étant donné sa fonction. Les spermatogonies passent par 3 phases, donc une phase non différenciée qu'on l'on appelle AD, car la spermatogonie présente un noyau sombre, dark en anglais. Ensuite, la spermatogonie rentre en phase AP, noyau devient plus clair. Enfin, après la mitose, la spermatogonie rentre en phase B, c'est-à-dire qu'elle entre dans la division. La question que l'on peut se poser ici, c'est combien il y a de chromosomes dans un spermatocyte 1, combien dans un spermatocyte 2? Eh bien, je viens de vous donner la réponse. Alors, ce schéma montre sous une autre forme, peut-être plus simple, la méiose au cours de la spermatogénèse. Donc, au départ, les spermatogonies qui subissent des mitoses. Et puis la méiose, donc les cellules à 2 N chromosomes sont représentées en bleu, à N chromosomes sont représentées en rouge. Vous avez les différentes étapes représentées. Le spermatozoïde, c'est une cellule vraiment très particulière, avec beaucoup d'enzymes dans son acrosome, la partie terminale de sa tête. Beaucoup d'enzymes pour aller pénétrer, on le verra plus tard, dans l'ovocyte. Également beaucoup de mitochondries pour fournir de l'énergie nécessaire pour les battements du flagelle qui est constitué de microtubules. Alors maintenant, le contrôle de la spermatogénèse. Alors vous connaissez le schéma global. La sécrétion des androgènes par les cellules de Leydig est initiée par la sécrétion de LH. LH qui porte très mal son nom ici, puisque ce sont des noms qui ont été donnés pour la régulation chez la femme. Grâce à leur récepteur membranaire, la testostérone est libérée sous forme de pulse, parce que la GnRH, c'est une neurohormone qui est libérée par un neurone, donc par paquets successifs. Chez l'homme, la stabilité du rythme des pulses fait que la testostéronémie va être relativement constante, entre 4 et 8 nanogrammes par millilitre. Il n'y a pas de variation cyclique, mais il y a d'autres hormones qui interviennent dans le fonctionnement, en plus de celles que vous avez vues jusqu'à présent. La FSH favorise la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes. Elle se lie aux récepteurs des cellules de Sertoli pour stimuler l'action de plusieurs protéines, dont l'ABP et l'inhibine, production énergétique, production du liquide, etc. Je vous laisse lire et prendre des notes. J'ai pas beaucoup de temps, donc je fais très vite. Donc je vous laisserai lire ces éléments-là. On a ici le récepteur à la testostérone, donc une protéine avec des hélices alpha, comme on l'a vu précédemment, et une communication qui n'est pas seulement endocrine, mais aussi autocrine et paracrine. Vous voyez les définitions et les schémas. Et voilà qui termine la partie sur la fabrication des gamètes mâles. Merci pour votre attention.